Bonjour. Dans le cadre de Médias et Culture québécoise, nous devons faire une entrevue. Alors, voici notre invité, Kevin Rattel, un ingénieur du Québec. Alors, bonjour Kevin. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous décrire votre parcours scolaire? J'ai vécu au Québec, donc j'ai fait un primaire au Québec, j'ai fait mon secondaire au Québec. Ensuite, je me suis inscrit au cégep Bois-de-Boulogne, peut-être que c'est connu pour les gens qui s'inscrivent au cégep. En sciences de la nature. Okay. À l'époque, je n'étais pas encore certaine dans quoi je voulais m'inscrire, j'hésitais encore entre la littérature et la physique. Je me disais que d'aller en sciences de la nature, ça m'offrait probablement plus de voies au futur. Ensuite, j'ai décidé que j'aimais bien la physique, donc j'ai décidé entre physique et le génie physique, qui est un diplôme d'ingénieur, mais spécialisé en physique. J'ai décidé de prendre le diplôme d'ingénieur en physique. Moi, je suis à la Polytechnique Montréal, pour faire mon baccalauréat en génie physique. Je suis devenu ingénieur physicien, je crois, en 2011. Okay. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre mes études à la maîtrise, toujours à la Polytechnique Montréal, en génie électrique. Spécialité plus réseau électrique, simulation de réseau électrique par ordinateur. Okay. Puis avant de faire toutes ces études-là, est-ce que vous avez un rêve particulier? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune? J'ai à peu près réussi à remplir mes rêves. Bon, évidemment, quand j'avais 5 ans, mon rêve c'était de devenir roi. Mais ma mère m'a expliqué que c'était impossible. Et je lui ai dit que oui, c'était possible, mais elle m'a expliqué que malheureusement, il fallait avoir de la famille royale. Donc, je pense qu'autour de deuxième année du primaire, j'ai décidé, je voulais être mathématicien ou écrivain. Wow. Et c'est quand même relativement proche. Puis je pense qu'à partir de secondaire 5, je pense que jusqu'à secondaire 5, je voulais être mathématicien. Autour de secondaire 5, j'ai hésité entre la littérature et la physique. Puis ensuite, je suis toujours resté en physique. Donc quand j'étais petit, oui, mathématicien, on pourrait dire que la physique, ça s'en rapprochait un peu. Ok. Puis à l'école, quel genre d'élève étiez-vous? J'étais le pire et le meilleur élève à la fois. Aux réunions de parents, ma mère, quand elle réunion de parents, elle disait toujours, comme, elle sait jamais sur quel prof elle va tomber au secondaire. Elle disait, soit qu'elle se faisait dire que j'étais le meilleur étudiant de la classe, soit qu'elle se faisait dire que j'étais le pire étudiant de la classe. Pas respectueux des professeurs, mais j'étais toujours en retenue parce que je faisais pas mes devoirs, j'écoutais pas beaucoup en classe. Mais à partir du cégep, là, dans les cours, j'étudiais beaucoup. Puis je faisais mes devoirs, mais à l'université, j'étudiais pas beaucoup, mais je faisais mes travaux super bien. Mais vraiment, en primaire, secondaire, j'étais assez indiscipliné. Où est-ce que vous travaillez et pour quelle compagnie? Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Giro. Et non, c'est pas de la bouffe. Giro, c'est un acronyme pour Groupe en informatique et recherche opérationnelle. Recherche opérationnelle, c'est un synonyme de optimisation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise des choses. Mais plus spécifiquement, le transport en commun des villes principalement. Là. Donc le nombre d'autobus, le nombre de véhicules ou le nombre d'employés nécessaires à couvrir le service d'une ville, par exemple. Puis quand je dis service, c'est comme toutes les lignes, à quelle heure ils passent, etc. Donc nous, les villes, ils nous disent on a besoin d'un autobus à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Puis nous, on leur dit, en ce moment, vous utilisez 1000 véhicules, vous seriez capable de couvrir le même service, c'est-à-dire les gens ils verraient pas de différence. Ça vous coûterait 950 autobus, par exemple. Un peu le côté moins drôle de mon emploi, c'est que des fois, on crée moins d'emplois, mais bon, si tu fais à Montréal, c'est super intéressant comme compagnie, c'est une compagnie purement québécoise. Il y en a, avant, il y a juste un an, il y avait un seul building, c'était à Montréal. Là, il y en a 2 buildings maintenant, les 2 sont à Montréal. Un qui est plus dans le nord de Montréal, un qui est plus au centre-ville. Et on est pas beaucoup d'employés, 300 quelques, là. Quand même une petite compagnie, mais on a des clients partout dans le monde. Tous les États-Unis, on a vraiment beaucoup. Je pense qu'on a près de 300 clients. Donc, c'est quand même drôle, presque un client par employé. On en a en Europe, beaucoup en Europe du Nord, en France. Je pense qu'on en a en Espagne. On en a en Australie. On en a en Asie, je ne sais pas exactement où. Moi, je travaille au marché États-Unis-Est, c'est vraiment ce qui est proche, là, genre Boston. Boston, c'est un gros projet de travailler dessus. Sinon, je pense qu'on en a un en Amérique du Sud maintenant. Il faut qu'on ait vraiment partout au monde. Au Canada, on a Montréal, Québec, Laval. Donc c'est vraiment, ça c'est le fun, on peut partager un peu avec tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises pour qui vous avez travaillé vous ont fait évoluer?
Ben, je pense que c'est impossible qu'une compagnie ne fasse pas évoluer d'une manière ou d'une autre, sinon il y a vraiment temps de s'en aller. Là. Pour vrai, là, je pense que si une compagnie ne fait plus évoluer d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on ne peut pas lui apporter plus, puis elle ne peut pas nous apporter plus. Il est peut-être temps de s'en aller. Il y a diverses manières de voir les choses, moi je vois ça comme ça. Et oui, tous les stages que j'ai eus et mon emploi actuel, ils m'ont tous fait évoluer en ce moment. J'ai appris vraiment beaucoup. Plus sur la gestion de projet, sur comme un peu le haut niveau, là, comment on gère un budget. Tu sais. Avez-vous l'intention de rester à votre compagnie? C'est une question un peu tricky. J'espère que personne ne va voir ça, mais la réponse est non. Parce que c'est vraiment. Je pensais beaucoup aimer l'informatique, mais j'aime pas l'informatique pure. J'aime l'informatique qui a de la physique derrière. C'est vraiment ce que j'aime. Le transport en commun, j'aime l'idée et tout, mais c'est que quand on deal avec des gens en transport en commun, il faut dealer avec des conventions collectives, avec des choses qui sont des fois assez floues, c'est toujours ambigu, j'ai un petit peu plus de difficulté avec ça. Je suis beaucoup moins bon là-dedans. Donc, j'ai l'intention de changer un jour, mais j'ai pas l'intention de rester comme 30 ans à un endroit de toute façon non plus. C'est pas la compagnie en tant que telle non plus. Okay. On en a parlé un petit peu tantôt, mais en moyenne, combien vous travaillez d'heures par semaine? Ouais, ça dépend beaucoup. À mon emploi actuel, ils font des statistiques assez intenses sur le nombre d'heures qu'on travaille. Je peux vous dire combien d'heures j'ai travaillé sur chacun des projets. Là. Mais puis si je fais une moyenne, je travaille en moyenne 40,3 heures par semaine. C'est très exact. 40,30 en fait. Ça peut varier puisque là en ce moment, j'ai eu un petit contrat à l'automne avec les Ressources naturelles Canada. Donc là, ben, pendant quelques semaines, je peux travailler 40 heures de plus. Donc je peux faire peut-être fait une ou deux semaines de 80 heures, d'autres je faisais 0 heures sur ce projet-là, fait que ça retombe à 40. Donc je dirais entre 40 et 80, mais plus souvent 40 qu'autrement. Vos clients sont un peu partout dans le monde, fait que j'imagine que vous devez souvent faire des voyages professionnels. Oui, surtout quand on a des clients dans l'Est des États-Unis, c'est pas mal plus proche, donc ils sont pas mal plus ouverts à ce qu'on aille visiter les clients. C'est toujours meilleur une vraie rencontre que même par caméra, etc. Donc oui, dans la dernière année, j'étais une fois à Richmond en Virginie, 2 fois à Boston et une fois à Indianapolis en Indiana. Et vos plus gros voyages que vous avez fait par rapport pour le travail? Pour les stages que j'ai fait avant, j'ai fait 5 semaines en Floride, 3 mois au Texas, 1 mois en France et en Normandie et 2 mois en Suisse. Donc c'est toujours pour le travail, donc j'ai toujours été ouvert à voyager pour le travail. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé visiter des endroits en non-touriste. Plutôt, vous avez parlé des voyages que vous avez faits. Alors, est-ce que votre travail, est-ce que ça vous amène à parler une langue étrangère? Oui. Évidemment, comme j'ai mentionné, mes clients sont dans l'Est des États-Unis. Donc, évidemment, dès que j'ai affaire avec un client, je dois parler anglais. Quand on va chez le client, je parle anglais. C'est sûr qu'il y a d'autres gens qui, quand ils font affaire avec des villes comme Montréal ou quand ils ont des clients français, ils n'ont pas besoin de parler en anglais. Mais dans mon équipe, oui. Moi, oui, je parle très souvent en anglais avec les clients. Pas à l'intérieur de la compagnie, mais dès qu'on parle à un client, c'est tombé en anglais. Ils sont très peu, mais ils doivent parler allemand. Parce qu'il y a certaines personnes qui parlent allemand, ils doivent parler allemand avec les clients allemands. Mais... Vous nous en avez parlé plus tôt. Vous avez travaillé pour la NASA, dans le fond. Alors, c'est comment qu'on se sent de travailler pour une aussi grande et prestigieuse compagnie? Comment on se sent? C'est un peu facile de s'en vanter après, mais sinon, c'est pas vraiment particulier. Là. Ils ont peut-être plus de budget, ils sont un peu plus gros que beaucoup d'autres compagnies, mais au final, toutes les compagnies ont à peu près les mêmes objectifs, les mêmes choses qu'ils font à l'interne. C'est plus pour le nom, peut-être? C'est plus pour le nom, mais ouais, c'est sûr, c'est valorisant, surtout quand ils m'ont invité à donner une conférence chez eux, tout. C'est super valorisant. Donc, je vais admettre que c'est plus intimidant qu'avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est intimidant, mais je dirais que les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient meilleurs que les autres gens que j'ai vus ailleurs. Je dirais, mais c'était juste un hasard. Mais c'était pas, je dirais, c'était pas Einstein. C'était pas tout le monde qui était Einstein non plus. Là, c'était un petit peu intimidant. Est-ce qu'il y a des règles de travail spécifiques à respecter en travaillant pour la NASA?
Ben là, il ne faut pas se méprendre. D'ailleurs, d'abord, pour travailler directement pour la NASA, il faut être américain. On ne peut pas travailler pour la NASA directement sans l'être. Et on ne peut pas avoir une compagnie qui a un contrat avec la NASA sans être américain. Donc, comment j'ai fait pour travailler là? C'est que c'était une compagnie américaine qui avait un contrat avec la NASA et moi je travaillais pour j'ai eu un contrat pour la compagnie qui avait un contrat avec la NASA. Donc j'étais comme un sous-traitant de sous-traitant là. Donc oui, j'ai été invité à la conférence, oui, j'ai parlé avec les gens là-bas, oui, ils utilisent mon code, mon programme là-bas, mais j'ai pas travaillé directement pour eux. Donc ça, c'est un des premiers règlements. Travailler pour la NASA, il faut être américain. Et le deuxième règlement, c'est quand tu visites un laboratoire de la NASA, je sais pas si c'est tous comme ça, mais celui que j'ai visité, c'était assez intense, la sécurité, là. C'était comme. Ben, c'est pas la. Je pense pas que c'est la pire au monde, mais tu sais, tu vas voir un laboratoire donner une conférence, tu rentres, ils te demandent ton passeport. Là, ils prennent en photo. Ils te donnent un collant, je pense que c'est un collant, jaune, écrit Escort. Tu dois absolument être escorté en tout temps. Tu peux pas te promener tout seul, jamais. Quand tu vas aux toilettes, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il y ait aux toilettes avec toi. Tu peux pas aller chercher un café, il faut que quelqu'un ait un café avec toi. Ils te donnent un badge. Quand tu sors, même si tu reviens le lendemain, il faut que tu leur donnes le badge en sortant pour qu'ils t'en refassent un nouveau le lendemain. Fait que c'est assez intense. Les gardes, t'es armé. Mais c'est surtout ça. C'était vraiment comme. Puis je pense qu'il fallait faire une demande 3 semaines à l'avance ou 1 mois à l'avance pour pouvoir être accepté sur le laboratoire. C'est assez intense, là, mais rendu dedans, c'était comme tous les autres laboratoires. C'était une machine à café, une vieille machine à café comme toutes les autres places. C'était plus, je sais pas pourquoi en fait, c'était si sécuritaire. Ils m'ont expliqué, je sais pas si c'est pour ça, mais ils m'ont expliqué que c'est parce qu'ils ont des contrats avec beaucoup de compagnies. Puis quand ils signent des contrats, ils signent des contrats de confidentialité. Puis là, ben, il faut juste pas, dans le fond, il faut toujours se surveiller juste pour pas que je me pousse pour regarder quelque chose dans une autre pièce que j'ai pas le droit de voir. Je pense que c'est plus ça que pour vraiment la sécurité, pour pas que je mette de bombe, genre. Est-ce que vous avez eu un défi durant votre parcours qui vous a vraiment marqué, vraiment votre plus gros défi, là? Non, mais j'ai jamais été aussi déprimé de ma vie que quand j'ai passé 3 mois au Texas tout seul. Okay. J'ai vraiment été malheureux. Ça a été un défi personnel de rester là, mais un défi professionnel, ben je dirais que la première fois que j'ai donné une présentation vraiment devant plusieurs personnes, c'était justement à la conférence de la NASA. En anglais en plus? Ouais, en anglais, puis j'étais moins à l'aise en anglais que maintenant. Ça a été super stressant. Il paraît que j'étais super comme. J'étais super stressé juste avant, puis que ça, je disais, je vais plus y aller. Mais après, ouais, ça a été un gros bout, mais tu sais, un coup tu commences à parler, ça va bien, tu finis ça. Je pense que j'avais même pas un long coup à donner, là, genre 15 minutes, donc ça a bien été. Ça a été. Ouais, sinon, ben, c'est tous des petits défis journaliers, là, c'est pas. Il n'y a pas un truc immense. Là. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on veut livrer un code, il faut toujours donner un petit boost, mais c'est la routine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, les filles.